Bonjour tout le monde. Nous avons quelques autres personnes qui sont enregistrées, qui sont en train de nous rejoindre. Alors je vais patienter quelques minutes pour que tout le monde nous rejoigne. Merci pour votre patience. Nous sommes maintenant à 32. Alors ça vaut la peine de commencer parce qu'il y a une autre présentation COVAX qui chevauche cette réunion. Alors, nous allons commencer avec tout ce qui est administratif sur cette réunion. Je m'appelle Diana Chang Blanc, je travaille pour l'OMS et le département d'immunisation, vaccination et produits biologiques. Je suis le responsable pour le renforcement des équipes et sur le partenariat du vaccination contre le Covid. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée à vous tous. Je suis ravie que vous soyez là, euh, malgré vos plannings bien remplis. Alors, la séance d'aujourd'hui, c'est notre deuxième réunion sur les meilleures pratiques, sur la stratégie de vaccination contre le Covid avec l'intégration dans les services de vaccination. Ça fait partie de ce que nous appelons le regroupement d'apprentissage qui est mené par le partenariat du vaccination contre le Covid-19 qui se concentre sur le soutien des 34 pays qui ont besoin de ce soutien pour que ces pays puissent se réunir, partager des histoires, partager leurs expériences et leurs meilleures pratiques et les défis qu'ils ont rencontrés ces dernières années. Alors, notre série consiste en 6 séances avec une série par mois. La dernière séance était fin du mois de mai sur les stratégies d'identifier les groupes à haute priorité de risque. Nous avons eu le ministre de Santé de Sierra Leone et de Burkina Faso à partager leur expérience et nous sommes ravis aujourd'hui d'avoir nos présentateurs sur les meilleures pratiques sur la vaccination et stratégie contre le COVID-19 en intégrant dans leur service vaccinal avec Dr Faras, qui est le cadre de vaccination en Irak, et Dr Loana Saku, qui est le gestionnaire et coordinateur du vaccination contre le Covid en Éthiopie. Nous avons des présentations très intéressantes à vous proposer aujourd'hui. Les 4 prochaines séances vont traiter ces 4 sujets. Alors, s'il y a quelqu'un sur l'appel qui travaille avec un pays ou un gouvernement qui a une expérience intéressante à raconter, veuillez nous contacter. Nous serons ravis de souligner et de mettre en valeur vos expériences pendant nos séances. En ce qui concerne ce qui va se passer aujourd'hui, notre agenda consiste en la logistique.
les présentations avec une partie questions et réponses où les autres pays peuvent ont l'opportunité de partager leur expérience ou de poser des questions et puis nous allons clôturer la réunion. Ce qui est le plus efficace, c'est de veuillez, s'il vous plaît, n'hésitez pas de taper vos questions dans le chat ou vos expériences, vos commentaires, vos remarques ou vos questions. Vous les mettez dans le chat. Et si vous pouvez, mettez votre nom, votre pays et votre rôle euh, pour que nous avons une impression générale de qui est présent sur l'appel. Maintenant, je donne la parole à Santosh pour tout ce qui est logistique et administrative de cette réunion. Merci beaucoup. Je vais vous expliquer l'administration de cette réunion. Alors, pour cette réunion, ce webinaire, nous avons une interprétation simultanée dans la langue française. Vous voyez le bouton en bas de votre écran, le petit globe. Vous pouvez cliquer dessus et choisir votre langue. Si vous préférez écouter soit en anglais, soit en français. Nous avons aussi euh, des sous-titres en direct en anglais. Alors, si vous voudriez, euh, vous pouvez cliquer dessus pour montrer les sous-titres pendant que nous sommes en train de faire la présentation. Nous avons aussi la fonctionnalité chat en bas de l'écran. Vous pouvez poser vos questions directes dedans. En outre, après la présentation de chaque présentateur, nous allons patienter pour que vous puissiez vous lever la main et poser des questions directement. Alors, vous pouvez utiliser les deux fonctionnalités, soit taper vos questions dans le chat ou demander directement après la présentation. Cette séance est enregistrée et votre assistance va être votre assistance implique que vous êtes d'accord. Les enregistrements, les diapositives et toutes les ressources vont être partagées après l'appel, ainsi qu'un certificat d'assistance de présence, ce qui va être disponible depuis l'Université de Mexique, dont le lien va être fourni à la fin de la séance. L'utilisation de vos données à travers Project Echo est recueillie à partir de l'enregistrement, votre participation, les questions-réponses, les commentaires et remarques, les réponses au questionnaire et tout ce qui s'agit de données identifiables personnellement va être partagé avec le sponsor de ce projet. Juste avant de commencer la présentation, nous avons 3 questions de sondage pour comprendre un peu le niveau de participation, de quel pays vous nous rejoignez et de savoir quel sujet pourrait vous intéresser pour les séances à venir. La première question est comme suit. Si vous pouvez participer à ce sondage, la question est depuis quelle organisation représentez-vous? Ministère de Santé, euh, autres services, gouvernement, OMS, UNICEF, Gavi, etc. Moi, j'ai aussi mis un lien pour rejoindre, pour avoir accès à ce sondage dans le chat si vous ne pouvez pas répondre directement sur votre écran. Allez-y, s'il vous plaît. Je vais patienter. Nous allons patienter quelques minutes encore. Est-ce que nous pouvons montrer les réponses, s'il vous plaît? Oui, très bien. La participation depuis OMS, UNICEF, que ce soit
les bureaux des pays ou les bureaux régionaux? Euh, Deuxième question maintenant. Est-ce que vous pouvez nous répondre en nous disant depuis quelle région vous êtes basé, que ce soit l'Afrique, l'Asie, sud-est de l'Asie, Caraïbes, Amérique centrale, du Sud, Europe, Moyen-Orient, Amérique du Nord, Océania, le Pacifique. Veuillez répondre à cette question. Et les réponses à cette question sont comme suit. Est-ce que nous avons les réponses à cette question de quelle région vous êtes basé? Prochaine diapositive, s'il vous plaît. La dernière question s'agit de quel sujet ou thème lié à la vaccination contre le COVID-19 aimeriez-vous discuter pendant notre prochaine séance de collaboration d'apprentissage? Préparatoire réglementaire, planning coordination et fournisseur de services, coûts et financement, chaîne d'approvisionnement, ressources humaines, générer la demande ou besoin. Basé sur ces réponses, nous allons essayer de mettre en place des séances qui pourraient vous intéresser. Et nous avons les réponses de cette question. Prochaine diapositive. Très bien. Merci beaucoup, Santosh. Alors, nous allons ouvrir avec la première présentation de Dr. Faras. Juste pour rappel, restez avec vos micros coupés. Quand nous arrivons à la partie de notre séance questions et réponses, vous allez pouvoir ouvrir votre micro pour demander directement une question. Et je vous encourage tous de mettre dans le chat vos réflexions ou vos remarques. J'invite maintenant Dr. Faras d'ouvrir sa caméra et de faire sa présentation. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée pour tous les participants. Je suis Dr. Faras Al-Massaoui depuis le département de santé publique en Irak. Moi, j'étais un gestionnaire EBI provincial pour plusieurs années et depuis 2019, je suis en charge de notre programme national. Je voudrais vous expliquer notre expérience avec les activités d'intégration du vaccination COVID-19 dans notre vaccination régulière. Voilà une vue globale de ce que je vais vous présenter et les informations sur le EPI et nos réussites, la pandémie et l'impact du pandémie COVID-19, le IIIS, ce qui est l'identification des services d'immunisation intégrés. Voilà une vue globale de l'Irak et de la population avec plus que 42 millions de personnes
distribués sur 18 provinces et 19 directorats de santé. Et il y a 2700 établissements de santé en soins de santé primaires. En ce qui concerne les services vaccinaux, nous avons un objectif de plus de 6 millions adultes et 1 million enfants. Voilà notre calendrier d'organisation depuis 1985. Nous essayons d'introduire toutes les immunisations recommandées par l'OMS. Le programme qui fournit ces doses et plusieurs doses comme recommandées par les recommandations de l'OMS. En ce qui concerne la réussite de notre programme EPI, il y avait beaucoup d'événements majeurs qui se sont passés en Irak et tous ces événements ont eu un impact sur les programmes en Irak. Le programme d'immunisation a été impacté en particulier par ces événements. Nous avons réussi à fournir nos services pour leur groupe cible. Il y a aussi, prochaine diapositive, plusieurs défis. D'abord, c'est une sorte de résistance en ce qui concerne l'efficacité et la sécurité, certainement avec le terrain qui est difficile à accéder et la sécurité de ces terrains. Une sensibilité de la communauté et des mythes qui sont repartis. Il y a aussi des, soucis en ce qui concerne le gaspillage, des problèmes de finances et des populations vulnérables. Voilà une des réussites de nos programmes d'immunisation. Prochain. Depuis le lancement de notre programme d'intégration d'immunisation, nous avons pu atteindre un état de zéro polio en 2000 et pendant l'invasion de l'ISIS, nous avons pu quand même continuer à rester dans cette zone de zéro polio. Nous sommes aussi en train d'essayer de contrôler des cas confirmés de rougeole et nous voyons qu'il y a une épidémie cyclique qui continuait jusqu'à 1985. Et depuis 1985, avec nos programmes de vaccination, nous avons pu réduire les pics de ce cycle. Et le programme EPI, qui collabore avec les cibles de l'UNICEF, nous sommes en train d'augmenter la couverture du vaccin DPT depuis 5 ans, depuis 2015 jusqu'à 2019. En Irak, nous avons pu atteindre une augmentation de 16% de couverture. En 2019, nous avons fait beaucoup pour renforcer notre programme vaccinal. Les choses les plus importantes sont qui a pu nous économiser plus de 78 millions de dollars en changeant du vaccin hexavalent à pentavalent, en ayant fait une analyse
de, de bouchons, de bouchons et nous avons aussi mis en place des lignes directrices sur le terrain pour notre stratégie et politique de vaccination. Et avec cet outil, nous avons pu aussi fait, mis en place un plan compréhensif d'amélioration en continu. Nous l'avons fait avec des objectifs de satisfaire des standards de l'OMS et de l'UNICEF aux divers niveaux, particulièrement le niveau de provision de services. Nous nous concentrons sur 3 objectifs: la vaccination de qualité, des services équitables et une couverture efficace, et d'intégrer ces activités dans nos programmes vaccinaux. Notre programme vaccinal, euh, selon les ordres du ministre de Santé, s'est concentré sur une approche contre la pandémie Covid-19 en Irak, qui est le 2e pays en termes de nombre de cas et 4e en termes de nombre de décès dus au Covid-19. Nous sommes en train de faire beaucoup en ce moment pour déployer et diffuser le vaccin contre le Covid. Nous avons atteint 26% de la population totale couverte avec la première dose et 37% avec la deuxième. En ce moment, nous voyons qu'il y a une augmentation dans l'acceptation du vaccin depuis 2019. La mobilisation sur ce programme vaccinal, vous voyez qu'il y a beaucoup de défis et beaucoup d'impact sur nos programmes vaccinal. Ce qui était le plus important, c'était la mobilisation de nos effectifs, des travailleurs en soins de santé. Ça a eu un impact aussi. Il y avait aussi le couvre-feu qui a eu un impact sur l'accès de beaucoup de familles. Et nous avons aussi, ça a aussi eu un impact sur des autres maladies pédiatres. Sur la prochaine diapositive, vous allez voir les cycles de vaccination contre le Covid-19. Voilà, vous voyez les nombres de cas de Covid-19 en 2020 et 2021 hein, jusqu'à 2022. Et ici, vous voyez le nombre de travailleurs en soins de santé qui ont été impactés avec chaque vague des affections. Et, et voilà l'objectif en vert. Comme vous voyez, c'est le OBB1 et le OPV1 et OPV3. Nous avons commencé en 2020 à essayer d'atteindre ces objectifs vaccinaux. Après le premier cas confirmé et l'implémentation du prise en soin. Et après, nous avons pu mettre en place des analyses rapides et des PCR pour savoir, pour connaître notre situation et de comprendre la continuité des activités fixes et quel impact le Covid-19 a eu sur ces programmes. Et nous avons mis en place un plan stratégique de réponse avec des composants à être adressés avant qu'une réponse soit vraiment faite.
en utilisant des données et de la preuve. Euh, après, nous avons pu faire un examen de 6 mois et à ce moment, nous avons pu mettre en place notre plan de réponse en août 2020. Là, nous voyons l'augmentation de nos activités où nous sommes mis en partenariat avec l'UNICEF et nous étions en train de faire beaucoup sur la diffusion vaccinale. Et pendant ce moment-là, nous sommes rejoints avec COVAX pour pouvoir mettre en place une couverture vaccinale plus étendue avec un approvisionnement de doses et la mise en place des ressources humaines. En- Selon l'outil d'analyse de risque du BOPV et de l'UNICEF, nous avons pu faire une analyse sous-nationale. Nous avons fait cette analyse sur 6 de nos provinces, de nos districts. Et en 2021, nous avons pu commencer à lancer des matériels de formation et administration, de mettre en place le personnel et les congélateurs. Après cette formation, il y avait une diminution marquée dans la couverture qui était en lien avec la souche Delta. À ce moment-là, nous avons pu former plus de 9000 participants pour pouvoir améliorer la couverture vaccinale contre le COVID-19. Et après avoir commencé la diffusion du première dose du vaccin contre le COVID-19 en mars, nous avons vu encore une diminution du taux de couverture, mais avec la prochaine vague, nous avons pu étendre les points d'usage du vaccin contre le COVID-19 avec beaucoup de travailleurs en soins de santé pour pouvoir administrer le vaccin. Et voilà, nous voyons une diminution marquée de l'infection avec la formation et la disponibilité du système de soins de santé. Après cette baisse, vaccinale, nous avons vu une augmentation d'acceptation avec le plan de la campagne sur la vaccination en masse à la fin de 2021 pour livrer plus de 400 000 doses du vaccin. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Prochaine. Pendant le COVID-19, en ce qui concerne le RCE en Irak, en collaboration avec l'OMS et l'UNICEF, nous avons nous avons un objectif à atteindre 25 millions de personnes en couverture vaccinale. Il y a aussi beaucoup de mesures en continu qui sont prises en charge. L'intensification des services d'immunisation
l'attribution d'un budget pour un programme vaccinal, faire des activités de rattrapage, de s'assurer qu'il y ait des ressources humaines, de bien équiper notre système de santé et nos travailleurs en soins de santé. Le point positif, c'est que nous avons eu beaucoup de partenaires à ce moment-là qui étaient prêts à nous soutenir sur notre programme de couverture vaccinale contre le Covid-19. Alors, nous avons vu, premièrement, il y avait les trois opportunités en utilisant toute la capacité, les expériences et les ressources humaines de ces partenaires et toute autre ressource du Covid-19, de faire en sorte que cet usage soit le plus éthique possible pour pouvoir avoir un impact marqué sur la pandémie en Irak. Après, nous avons commencé notre discussion sur l'intensification des services d'intégration vaccinale. Les objectifs étaient d'accélérer le contrôle du Covid-19 et de réduire les probabilités de resurgence, d'améliorer l'acceptation et la prise du vaccin contre le Covid-19, de pouvoir atteindre des enfants qui ont pris 0 dose, ça veut dire aucune dose de vaccin, de sensibiliser la communauté sur les risques du Covid-19 et sur les risques s'ils ne prennent pas leur vaccin régulier en routine. Et aussi, il faut renforcer et engager la communauté euh, et leur relation avec le système de santé. Prochaine diapositive. Je dois sauver mon temps. Je dois économiser mon temps, pardon. Et il y a beaucoup d'activités qui sont faites pour surveillance et supervision, comme des rapports mensuels, que ce soit au niveau euh, département de santé ou établissement de santé ou au niveau district. Prochaine. Prochaine diapositive. Pendant cette activité d'intensification, nous avons pu distribuer à peu près 500 000 doses par mois. Et la plupart de ces vaccins sont des vaccins de protéines et pas des vaccins contre le Covid-19. La moyenne des doses administrées par session était plus de 7000 par séance par mois. Prochaine. Le nombre total de doses administrées par séance était 28 000. Voilà, ce tableau nous montre le pourcentage des vaccins Covid-19 administrés à travers ce programme d'intensification, en l'intégrant avec l'administration des autres vaccins. Et ça, c'est à travers toutes nos stratégies. Ça fait à peu près 20 à 22% des doses totales, qui a augmenté notre taux de couverture en tout. L'impact de cette activité sur le nombre d'enfants vaccinés est clair. Nous voyons que c'était particulièrement important pour le OPV et le MMR1. Et voilà une comparaison entre 2021 et 2022. Comme vous voyez, il y a une augmentation marquée
de taux de couverture contre le MMR et le Penta 3 en 2022. Et là, nous voyons par trimestre le taux de couverture, ce qui était beaucoup plus haut au premier trimestre de 2022 en comparaison avec l'année précédente. Hum, Depuis 3 mois, nous n'avons jamais eu aussi euh, une, un taux de couverture aussi haut euh, depuis 4 ans en fait. Alors, nous sommes en train de mettre la concentration ou l'emphase sur la responsabilité à tout niveau des structures gouvernementales. Nous sommes en train de plaidoyer pour une amélioration euh, de l'attribution financière pour nos programmes. Et nous savons que c'est important de s'investir plus dans euh, l'informatisation de notre système vaccinal et que le traçage des enfants non vaccinés, particulièrement les enfants qui n'ont eu aucun vaccin, euh, c'est très important, ça fait partie de nos objectifs. Nous allons aussi mettre en place un plan de communication pour améliorer la couverture et de contrôler les épidémies et les flambées d'épidémies. Nous allons aussi mettre en place pendant notre plan vaccinal en routine le vaccin contre le COVID-19 dans notre système. Je vous remercie et désolé pour la rapidité de cette présentation. Prochaine diapositive. Merci beaucoup. Je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Merci beaucoup, Dr. Ferras, pour nous présenter sur un sujet de manière excellente et rapide. Alors, nous avons à peu près 10 minutes pour répondre à vos questions. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez vous lever la main. Nous sommes un petit groupe aujourd'hui, vous donnons la possibilité de demander votre question directement ou vous pouvez aussi les poser dans le chat. J'ai une question depuis Anshu Kumar pour savoir s'il y avait des problèmes sur des AEFI pendant la vaccination contre le COVID-19, alors les effets secondaires. Mais nous avons aussi un de nos médecins qui voudrait demander une question directe. Allez-y, docteur Rossa. Merci, docteur Faris, pour la présentation. Ma question est sur la stratégie de distribution pour le vaccin COVID-19 en routine. Comme j'ai observé, il a souligné qu'il voudrait rajouter les vaccins COVID-19 pendant la couverture en routine. Comment est-ce que vous avez pu mettre en place ce plan? Avec quel vaccin? Et il a dit qu'il voudrait que ce soit fourni en routine. Comment est-ce que c'est fourni en ce moment comparé avec ce que vous voudriez faire dans le futur? Merci beaucoup. En fait, en parlant de IIIS, nous sommes en train d'utiliser un service de 3 heures avec un micro-planning et nous concentrons sur des régions à haut risque avec des taux d'immunisation zéro très haut, particulièrement des zones rurales ou des zones qui sont très à l'écart. Et nous avons deux différentes stratégies, une stratégie juste pour le COVID-19 et une pour le COVID-19 intégrée avec les vaccinations en routine.
Et nous avons vu que si nous pouvons l'intégrer, ces activités ensemble, avec la vaccination en routine, nous avons beaucoup plus d'effectifs, beaucoup plus de travailleurs en soins de santé qui peuvent donner des informations, qui peuvent parler avec la communauté sur le site pendant leurs réunions de sensibilisation. Alors pour ces régions, et particulièrement pendant les 2 ans où nous avons laissé de côté ces communautés parce qu'ils étaient inaccessibles, alors là, il faut à la base juste améliorer la vaccination en routine de base. Alors, c'est là où nous voudrions intégrer la vaccination contre le COVID-19 dans cette vaccination en routine. Oui, je pense qu'il y avait une question sur si vous aviez eu des effets secondaires, des rapports des effets secondaires pendant votre programme de sensibilisation des problèmes. Oui, des effets averses, des effets secondaires. Ah, oh, en fait, nous avons un programme de pharmacovigilance qui ont travaillé avec eux, avec nous sur les vaccinations pendant le plan gouvernemental. Et je n'ai pas eu de rapport des essais, des effets adverses graves. Ok. Et Toroches? Oui, bonjour. Je m'appelle Tewadros de Enaro. J'apprécie beaucoup la présentation. Ça nous informe beaucoup. Nous avons les mêmes problèmes dans notre région. J'ai juste quelques problèmes, juste pour clarifier et pour avoir plus d'informations. D'abord, ce que nous voyons, c'est qu'avec la couverture du vaccin contre le COVID-19, depuis mes observations, il y a quelques mois, que le progrès n'est pas très rapide. Ça reste vers 20-23%. Est-ce que vous pensez que l'intégration avec les vaccins en routine, est-ce que le résultat, ce que nous avons pu observer avec la vaccination en routine est le même, les résultats sont les mêmes observés avec la couverture contre le COVID-19, comparé avec l'enfant qui a tendance à être vacciné plus avant le COVID? Et autre question en ce qui concerne l'expiration des doses du vaccin, est-ce qu'il y a eu un effet observé dans cette intégration avec votre programme de vaccination routine? Euh, et c'était juste pour vous demander si quelle est votre expérience là-dessus avec l'expiration des doses et comment implémenter dans des zones spécifiques et quel conseil avez-vous pour une personne dans un pays qui voudrait commencer avec les vaccinations, euh, la vaccination contre le COVID versus la vaccination contre le rougeole ou des autres maladies? Est-ce qu'il y a des points de contact où c'est beaucoup plus efficace, où c'est beaucoup plus facile d'implémenter votre stratégie d'intégration? Et désolé, quand vous avez votre vision ou votre prochain plan, de mettre euh, la diphtérie dans votre stratégie de 3IS, je ne sais
je ne vois pas beaucoup de différence entre votre stratégie des 3I et les autres approches. Je ne sais pas s'il y a des différences avec ces stratégies. Merci à vous de répondre. Très bien, merci Thérodros. Alors, il y avait plusieurs questions dans votre récit. Je vais essayer de résumer. Et si nous avons plus de temps, parce qu'il nous reste 2 minutes, nous allons demander à Dr. Faras de vous répondre dans le chat. Alors, je pense que la première question était basiquement sur l'intégration. La vaccination en routine a clairement augmenté. Est-ce que vous avez vu la même augmentation sur la vaccination contre le COVID-19 à cause de cette intégration avec les vaccinations en routine? Deuxième question, est-ce que vous avez eu de l'expérience avec des doses périmées du vaccin? Euh, je me demande, je pense que ça doit être spécifique au vaccin contre le COVID-19. Et troisièmement, c'est vraiment juste votre connaissance. Quel est votre avis? C'est quoi vos conseils depuis votre expérience? Nous avons beaucoup de pays sur l'appel, beaucoup de gens depuis l'UNICEF sur l'appel. C'est quoi? Quels sont vos conseils sur l'intégration en total? Et dernièrement, c'est quoi la question en ce qui concerne les péris et les services intégrés? Je pense que ça va être une question à répondre dans le chat. Alors, avec cela, je vais vous donner le parole, Dr. Ferras. Merci beaucoup. En ce qui concerne l'amélioration du vaccination en routine avec les 3IS, moi, je sais que nous sommes en train de faire beaucoup avec la vaccination en routine et la vaccination contre le COVID-19, mais en fait, ça vient avec une baisse globale de la prise du vaccination contre le COVID-19 dans le monde entier. Alors, en utilisant notre baromètre de santé, nous sommes convaincus il faut faire en sorte que beaucoup de personnes prennent le vaccin. Mais je pense que les familles, les parents, ils sont prêts à se faire vacciner et vacciner leurs enfants beaucoup plus euh, que juste de prendre le vaccin contre le COVID-19. Mais oui, vous avez raison. En ce qui concerne le COVID-19, nous avons fait un programme sur 6 mois avec les vaccins Pfizer. Et ces vaccins arrivent et doivent être utilisés dans 90 jours ou des fois 100 jours. Et, il y a un peu de flexibilité avec cette date, mais les règlements qui nous ont été donnés pour ces vaccins à l'utiliser après l- la date de péremption sur l'étiquette, voilà, nous voyons qu'il y a une possibilité de gaspillage qui a un impact sur nos pays. En ce qui concerne les 3IS, il y a pas, il y a des différences entre ces différents programmes parce que les 3IS, parce que mon programme utilise une sorte de microplanning et les 3IS, c'est de faire 3 ronds, 3 cures ou 3 tours. Et avec les entités du microplanning, il s'agit peut-être juste de 2 tours, mais nous essayons d'utiliser tous les vaccins sauf le vaccin BCG pour notre couverture en routine.
Et en ce qui concerne juste tes conseils en général, je pense que l'intégration, c'est la solution. Il faut que le vaccin soit intégré avec le vaccin contre le COVID-19 soit intégré avec les autres vaccins. En voyant les outils scientifiques, nous voyons que et avec le leadership de l'OMS et des autres partenariats, ça nous aide beaucoup à atteindre notre objectif d'atteindre les enfants qui ont reçu aucune dose d'aucun vaccin. Et alors, des idées et la discussion, je pense que les services doivent être intégrés, tous les services vaccinaux doivent être intégrés. Nous voyons que c'est beaucoup plus efficace par rapport à notre situation. Et ça nous donne l'opportunité, avec la pandémie contre le COVID-19 et les programmes mis en place, de aussi améliorer notre situation vaccinale en général et la couverture en général. Très bien, merci. Maintenant, nous allons donner le parole à Dr. Ioannis Lekiu pour nous donner son expérience sur l'Éthiopie. Merci beaucoup. Monsieur Lecu, est-ce que vous voyez l'écran? Bonjour? Oui? Nous vous entendons maintenant. Merci beaucoup. Je pense que je suis Ioannis, depuis le ministère de Santé en Éthiopie. Je suis gestionnaire du PEV en Éthiopie. Je vais vous expliquer les meilleures pratiques que nous avons sur la vaccination contre le COVID-19 en Éthiopie. Nous avons aussi fait de l'intégration que le pays a essayé d'intégrer avec notre plan de vaccination en routine. En tout, la performance n'a pas été analysée, mais l'intégration en routine du vaccin contre le COVID-19 a été essayée récemment. Comme vous le savez, l'Éthiopie est un grand pays en Afrique qui est le deuxième plus peuplé. Nous avons plus de 100 millions de personnes dans la population. Nous sommes localisés en Afrique de l'Est. Nous avons 105 zones et des zones dans les régions. Alors, 13 régions, mais 115 clusters de zones et plus de 1000 districts. C'est équivalent à des districts. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes, la plupart des personnes, presque 83%, qui vivent dans des communautés rurales sur une région qui mesure 1 million de kilomètres carrés, ce qui est équivalent à 5 autres pays. En termes d'infrastructures de santé, nous avons 395 hôpitaux, 3704 centres de santé et près de 18 000 postes de santé qui fournissent la vaccination contre le COVID-19.
Nous avons aussi 14 laboratoires régionaux de référence et nationaux. Et ce sont des laboratoires qui font la diagnostic des PCR. Nous avons des centres logistiques sous le gouvernement et ces centres logistiques euh, sont, 20, sont sous 20 centres de distribution euh, avec ces sites qui distribuent les vaccins aux districts dans des établissements de santé qui, euh, qui comptent jusqu'à un peu plus de 21 000 établissements. Juste pour que vous savez, l'administration des vaccins a lancé dans les années 1980 avec 6 vaccins antigéniques. Les vaccins pentavalents introduits en 2007 avec le partenariat et le soutien du Gavi depuis 2007. Nous avons introduit ces vaccins pentavalents pour une meilleure administration et couverture. L'IPV trivalent a été administré depuis 2015-2016. Le vaccin contre la HPV a été introduit en 2018. Le TT a été changé au vaccin TD en 2020 et l'introduction du MCV2 en 2019. Nous avons encore, nous sommes en train de travailler sur l'introduction de l'IPV en 2020-2021. Nous avons introduit le vaccin contre le COVID-19 en utilisation d'urgence. Ça, c'était en 2019. Pour vous présenter un peu notre réponse contre le COVID-19, les premiers cas ont été identifiés en mars 2020 et comme vous voyez dans le tableau, en mars 2021, nous avons introduit la vaccination contre le COVID-19 après 18 mois. Depuis, nous sommes en train de fournir des millions de doses du vaccin contre le COVID-19. En termes de coordination, le lancement du programme vaccinal par le ministre a basiquement commencé avec des différents groupes de travail. Et puis, nous avons eu 5 différents groupes de travail, l'approvisionnement et logistique avec des autres partenaires comme l'UNICEF, le CHAI et aussi l'OMS. Nous avons notre groupe de travail qui est coordonné par le ministère avec partenariat avec le secrétaire de l'OMS. La communication et génération de besoins est critique aussi, qui est dirigée par le ministère et l'UNICEF et le secrétaire pour ce groupe de travail. Nous avons aussi un autre groupe de travail pour la sécurité du vaccin, la licence et pharmacovigilance, qui est aussi sous le ministère et notre groupe EFDA avec l'OMS qui sert comme secrétaire, et la prévention d'infections, surveillance et recherche et développement, qui est sous notre ministère de Santé publique avec le soutien de l'OMS comme secrétaire. Et ils sont là pour assurer la prévention d'infections et de la surveillance et recherche et développement sur les vaccins en général. Alors, nous avons des divers groupes de conseils et nous avons une équipe de conseil clinique qui soutient le lancement et la couverture du vaccination contre le COVID-19, qui sont là pour toutes les phases
de notre programme. Euh, Quand il s'agit de la provision de ces services, de la distribution du vaccin, nous avons commencé avec des sites, des campagnes de sensibilisation et de rayonnement avec du vaccination aux écoles. Après, nous avons eu un plan avec des sites de santé mobiles. euh, et puis, nous avons aussi mis en place des sites temporaires euh, pour les personnes déplacées et des réfugiés. Alors, nous avons mis en place tous ces différents systèmes pour vacciner euh, notre peuple. En tant que pays, nous avons commencé en mars 2021. Depuis mars 2021 jusqu'à décembre 2021, le programme vaccinal a été euh, augmenté de manière importante. Avant, c'était très bas et le ministère a essayé de mettre en place des stratégies euh, pour la provision, pour la distribution du vaccin en 2020. Depuis, le ministère a mis en place une campagne de 3 tours. L'objectif était de vacciner 5 millions de personnes en 2 semaines. Cette campagne a été réussie et achevée en décembre 2021 et maintenant nous allons essayer de vacciner ces 5,5 millions de personnes dans cette courte période de temps. Nous avons appris beaucoup de choses. Le ministère, avec les partenaires et les autres collaborateurs, nous sommes mis en place autour du table pour essayer de mettre en place un plan pour vacciner 20 millions de personnes dans 2 semaines. Avec cette campagne, nous avons pu réussir notre campagne et nous avons appris beaucoup de choses depuis cette campagne. Alors, les choses apprises du lancement, qui était du mars 2021 jusqu'à décembre 2021, et les leçons apprises après, en décembre 2021, le ministère a décidé de mettre en place un nouveau programme de couverture étendue du vaccination contre le COVID-19. Alors, il faut prendre en compte la situation économique et sociale et politique du pays. Nous avons mis en place 3 objectifs. Ça a commencé le 2 juin en termes de pays. Pardon, ça a commencé le 9 juin, notre programme, avec un objectif de vacciner 25 millions de personnes en 2 semaines. Et jusqu'ici, nous sommes en train de finaliser les campagnes et nous avons vu beaucoup d'améliorations. Prochaine diapositive. Alors, pour s'en faire, nous avons eu de la coopération au niveau national et sous-national et nous avons utilisé des diverses plateformes. Nous avons utilisé un outil d'analyse de préparation et des autres plateformes de coordination comme WhatsApp, le groupe Telegram et des autres plateformes virtuelles qui ont été utilisées pour coordonner toutes les activités dans toutes les régions. La coordination est la tâche la plus critique. Si vous n'avez pas un mécanisme de coordination très renforcé, ça va être très difficile de pouvoir vacciner 25 millions de personnes dans 2 semaines. Alors, ça a été coordonné par nos leaders au haut niveau et
les, euh, les personnes responsables au niveau national de santé qui se sont engagées, particulièrement la hiérarchie au plus haut niveau. Notre task force PEV s'est réunie avec les partenaires pour se mobiliser pour les ressources pour cette campagne. Des autres partenaires ont été engagés dans des diverses régions. Nous avons mis en place des équipes de surveillance et nous avons utilisé ce tableau de bord où nous avons pu voir les données immédiates pour pouvoir réagir immédiatement et prendre des décisions. Alors, la distribution du vaccin n'est pas la seule tâche. C'est aussi ce qui est important et critique, c'est de générer le besoin. Alors, avec les défis que nous voyons, le refus de beaucoup de personnes, ça représente un défi important. Nous avons adressé ce problème pendant les premiers tours, le deuxième tour et maintenant avec ce tour. Nous avons eu des différentes campagnes et des différentes méthodes de communication. La campagne a été lancée au niveau national et sous-national avec des discussions et de l'engagement communautaire aux divers niveaux, avec des réunions des plaidoyeurs aux divers niveaux et avec des leaders religieux, comme vous voyez dans les photos. Et nous avons eu aussi des présentations de panneaux, des campagnes de médias sociaux et les officiels politiques à haut niveau nous ont soutenus aussi. Nous avons aussi utilisé la télévision et des messages diffusés par radio de sport pour soutenir notre campagne. Des célèbres des célébrités aussi nous ont soutenus, en parlaient. Nous avons aussi eu des réunions pour donner plus d'informations. Euh, Nous avons eu des personnes avec handicap et nous avons utilisé leurs associations, nous les avons mobilisées et formées pour pouvoir faire en sorte que les personnes avec handicap, les personnes handicapées puissent être vaccinées. Nous avons fait pour la première campagne et la deuxième campagne, alors ils sont très importants pour ici notre troisième tour. Ici, c'est à peu près la même chose. Nous avons aussi diffusé des messages par SMS, euh, par téléphone mobile, pour que presque tout le monde ait reçu notre message sur la possibilité de se faire vacciner. Un autre problème, ce qui est très critique pour notre campagne, c'est tout ce qui est logistique, la distribution de 25 millions de doses. En même temps, il faut distribuer tout ce qui est logistique avec les seringues, les boîtes de sécurité, des congélateurs, et tout en bon format. Ce n'est pas très facile à administrer et à coordonner à travers un pays aussi grand. Et alors, il fallait nous préparer avec nos agences au niveau sous-national et de distribuer toutes les informations, de collaborer, tout ce qui était administration et administrative et logistique. Et dans 10 jours, nous avons pu distribuer toutes ces informations logistiques à tout établissement de santé dans le pays. Et en utilisant cette méthode, nous avons utilisé beaucoup de différentes méthodes de transportation. Comme vous voyez dans cette photo,
Nous avons utilisé des avions pour distribuer tout ce qui était matériel logistique, des chameaux, des véhicules, des motos, pour tout distribuer dans toutes les régions de notre pays. Je vous avoue, ce n'est pas facile en termes de tâches pour le ministère parce que c'était énorme en termes de distribution des matériels logistiques, mais nous remercions nos partenaires et le fait d'avoir fait des multiples réunions, de pouvoir mettre tout ça en place. Dans notre histoire, nous n'avons jamais distribué autant de matériel logistique en une fois. Et pendant ce temps, nous avons pu tester nos systèmes, de voir jusqu'à où nous pouvons aller, quelle est notre limite de capacité. En termes de pays, nous avons reçu presque 67 millions de doses de différents vaccins et nous avons distribué 57,8 millions de doses aux 7 établissements de santé. Et nous avons 8,8 millions en stock dans des divers vaccins que nous avons reçus depuis COVAX. En majorité, presque 50 millions des doses viennent du COVAX. Des donations bilatérales gouvernementales, nous avons reçu 7 millions de doses du CDC africain et nous avons aussi reçu presque 1 million de doses depuis des autres sources, de Havat. Nous avons aussi reçu des donations des doses de AstraZeneca, Pfizer et Johnson Johnson. Comme mentionné, nous avons utilisé des campagnes de sensibilisation et nous avons déployé notre équipe pour ça, nos équipes pour ça. Il y avait au moins 5 individuels déployés dans chaque région pour la campagne. C'était pour enregistrer et mobiliser tout le monde et de pouvoir mélanger le vaccin. Et nous avons utilisé ODK pour la supervision, pour la surveillance et aussi pour tout ce qui était stimulus. Nous avons eu des données en temps réel depuis le terrain et toutes les équipes ont été très vigilantes. Comme vous voyez, il n'y avait pas des endroits d'ODK, mais ça veut dire qu'il y avait des autres entités qui étaient là pour les surveiller, mais tout a été surveillé pour avoir des données recueillies en temps réel. Et vous voyez là, le soutien du campagne était très important. La mobilisation du communauté était très important aussi. Alors, pendant cette campagne, depuis le début, le 9 juin, notre objectif était de vacciner euh, en 25 millions de doses. Ça, c'est depuis 2020. Nous avons pu atteindre les 16 millions de doses au moins une personne et 13 000 millions de personnes qui sont presque complètement vaccinées parce que nous étions en train pendant cette campagne de vacciner des personnes avec leur deuxième dose. Et là, nous voyons avec les tests sous-nationaux, l'Oromia est une des régions les plus grandes et c'est là où nous avons pu distribuer le plus de nombre de vaccins. Voilà, ce tableau vous montre l'organisation de distribution. Nous avons distribué euh, les doses aux divers groupes sous-nationaux
et les doses qui ont été distribuées par rapport à la population. Et nous avons reçu 5655 cas d'effets secondaires rapportés. Les cas sérieux ont été lancés en termes d'investigation par notre équipe indépendante et notre autorité de pharmacovigilance a déjà commencé ces investigations. En termes de sexe et de groupe d'âge, je pense que le nombre de doses a été administré de manière égale en termes de sexe, 49% femelles et 50% euh, 0,8 sont mâles. C'est une bonne indication que nous avons pu avoir une bonne distribution à travers les sexes. En termes d'âge, la majorité sont des adultes entre 18 et 64 ans. L'autre problématique en général, depuis le lancement, depuis le premier tour jusqu'au troisième tour de nos campagnes, nous avons pu distribuer et administrer presque 49 millions de doses, presque 50 millions de doses du vaccin. 40 millions de ces doses sont le premier dose du vaccin, résultant en 34 millions de personnes qui sont complètement vaccinées. En termes de sexe, en total, nous voyons que c'est distribué égal, 48,3% femelles, 51,7% mâles. Alors, en termes de sexe, nous voyons ça comme une réussite. Prochaine Monsieur Lecu, je suis désolée, mais je dois vous demander d'accélérer parce qu'il vous reste 3 minutes. Ok, très bien. Prochaine diapositive. Prochaine diapositive. Alors, les choses que nous avons appris à travers notre campagne, c'est que la communication intense est très important, d'avoir l'engagement de nos leaders politiques, l'engagement des leaders religieux et des autres acteurs dans la communauté, de les mobiliser est très important, et l'intégration et coordination avec des autres programmes et des partenariats sont très importants. En termes de défis, c'est une pénurie de carburant qui est vraiment un gros défi, la sécurité, un manque de financement de la banque, et ça, vraiment la sécurité et manque de financement, ce sont des défis en particulier dont nous nous affrontons pour pouvoir lancer des programmes vaccinaux dans nos pays. Prochaine diapositive. Alors, pour parler de quelques points dont nous avons mis en place pour intégrer notre plan de vaccination avec des autres programmes, euh, nous avons préparé des lignes directrices pour cette campagne et nous allons euh, mettre en place notre programme, les 3 tours que nous avons faits. Nous allons essayer de les intégrer avec notre plan vaccinal pour en mettre le même plan en place à travers le pays, pour vous montrer quelques activités majeures, que ce soit sur le COVID-19 ou sur les autres vaccins. Ce que nous voyons, c'est nous voudrions, avec la surveillance et l'intégration coordonnée et la coordination de soutien, nous allons l'utiliser aussi dans l'intégration avec la vaccination en routine, la distribution des matériels logistiques, nous allons l'intégrer aussi dans la vaccination en routine et la distribution aux différents endroits euh, va prendre lieu de la même manière que nous avons fait avec le vaccin contre le COVID-19.
Et nous avons mis en place des lignes directrices que nous avons publiées et dans le dernier chapitre, nous avons parlé de l'intégration du vaccin contre le COVID-19 avec des programmes en routine. Nous allons réviser et vous dire après notre prochaine campagne à quel niveau nous réussissons et nous allons continuer à utiliser nos outils, nos systèmes de surveillance et coordination pour l'intégrer avec la vaccination en routine. Il y avait beaucoup d'activités qui ont été intégrées avec notre troisième tour du vaccination contre le COVID-19. C'est la vaccination contre la rougeole, euh, le dépistage contre le TB, du dépistage contre le paludisme, du dépistage du paludisme, dépistage fistule et surveillance et de des activités de renforcement des capacités. Et là, nous sommes au milieu de cette campagne, mais nous allons réviser en fait la réussite de ces choses que nous avons intégrées pour voir à quel point nous avons pu augmenter ou améliorer la provision de ces services. Et jusqu'ici, nous avons vu que l'intégration de ces différents services a déjà eu un impact positif. Les défis que nous avons rencontrés avec ces 3 tours, c'est d'abord, c'est que ce soit avec le COVID-19 ou avec la vaccination en routine, c'est la génération des rapports et documentation, de mettre tout ça de pouvoir documenter tout ça de méthodes séparées, c'est très difficile. Euh, Ça augmente les besoins des ressources humaines, euh, particulièrement pour intégrer tous les services vaccinaux parce que c'est beaucoup plus facile s'il s'agit que juste un vaccin. Mais nous avons vu que même les ressources humaines nécessaires pour la vaccination contre le COVID-19 euh, sont difficiles de, de- de faire. Nous n'avons pas assez d'effectifs et c'est la même chose avec les mêmes impacts sur la vaccination routine. Et nous voyons aussi qu'il y a des écarts budgétaires et ça, il s'agit vraiment de pouvoir avoir des ressources pour faire de la documentation, de pouvoir obtenir des ressources humaines. Voilà, nous savons que comme pays, nous sommes en train de faire le plus possible, mais en termes de vaccination contre le COVID-19, mais c'est très important de pouvoir intégrer aussi euh, la vaccination contre le COVID-19 dans notre programme de vaccin en routine, de vaccination en routine. Euh, les choses à faire dans l'avenir, c'est d'avoir un planning plus détaillé et de mobiliser un budget. Voilà notre citation comme pays. Personne n'est en sécurité si tout le monde n'est pas en sécurité. Les vaccins pour tout le monde, c'est depuis le rapport, c'est très important. Euh, alors, merci beaucoup pour votre patience. Et si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Leque. C'était très riche en informations, particulièrement les dernières diapositives. Elles ont été fascinantes. Je peux dire que nous sommes très intéressés d'avoir euh, plus d'informations sur les résultats de votre troisième euh, campagne que vous venez de finir. Alors, il reste que 3 minutes. S'il y a une question
très importante que quelqu'un voudrait demander ou poser, vous pouvez le faire là maintenant. Oui, docteur Dafrosa, vous êtes la chanceuse, vous pouvez demander votre question. Oui, ma question s'agit de l'intégration. Vous avez dit qu'un de vos défis s'agit des ressources humaines. Où est-ce que l'intégration va se passer? Est-ce que c'est à partir du planning, à partir de l'approvisionnement? Parce que vous avez dit que vous avez une équipe de 5 personnes dans chaque région. Mais là, nous voyons si tout le monde comprend la routine et avec la population, avec le fait que vous êtes en train de combiner dans cette équipe de 5 personnes l'intégration des vaccins en routine et les vaccins contre le COVID-19, où est-ce que vous avez besoin de plus de ressources humaines? Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Merci beaucoup pour cette question, en fait. Pendant une campagne, vous savez que vous vous organisez pour faire une activité. Alors, pour notre campagne contre le COVID-19, nous avons eu 5 individus avec des rôles divers. Une personne qui vaccine, qui administre le vaccin, l'autre qui mixe le vaccin, qui fait la dilution, et l'autre qui est en train de mettre en place tout ce qui est logistique, la documentation, voilà. Et pendant la vaccination routine, c'est un gros défi, pareil ou similaire à ceux dont nous avons vu sur le terrain pour la vaccination contre le COVID-19, parce qu'il faut 2 professionnels pour vacciner les enfants. C'est pour ça qu'il faut plus de ressources humaines euh, pour cela. Ce ne sont pas des activités qui peuvent être faites tout seul parce que les cibles, les personnes ciblées sont différentes. Si nous sommes en train de vacciner les enfants en routine, il faut encore de personnel pour les vacciner. Et là, à la fin de notre campagne, notre troisième rang, nous allons pouvoir réviser et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et là, en intégrant la vaccination contre le COVID avec la vaccination routine, ça représente un défi en termes de ressources humaines, mais nous allons pouvoir éventuellement intégrer toutes les activités ensemble et nous allons continuer à le faire, à essayer de le faire, c'est notre objectif. C'est possible d'intégrer quelques vaccins avec nos campagnes de vaccination contre le COVID-19, mais peut-être pas tous les vaccins. Alors là, nous sommes en train de faire une analyse des diverses activités dont nous avons testé, mais pour pouvoir intégrer à 100% la vaccination des enfants en routine avec la vaccination contre le COVID-19, nous avons besoin de plus de personnel, ça c'est clair, pour administrer les vaccins parce que c'est une population cible très différente. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lecu. Vous avez souligné l'intégration du système et des points d'intégration, et je pense que nous sommes tous, nous voudrions tous voir et nous attendons de voir les résultats de votre troisième rang de votre campagne. Il nous reste 2 minutes. Je vais maintenant donner le micro à Santosh pour clôturer la réunion. Merci Diana. Juste la diapositive sur ce qui est à venir. Notre prochaine séance est le 19 juillet. Nous avons des présentations depuis 2 pays sur les stratégies efficaces et la promotion du demande et communication de risques et engagement communautaire. Vous pouvez vous enregistrer ici. Je vais vous l'envoyer aussi par mail avec les détails. Vous
pouvez aussi recevoir un certificat de présence qui est disponible à travers l'Université de Nouveau-Mexique. Le lien est disponible dans le chat, mais aussi dans les diapositives. Nous allons vous l'envoyer, euh, votre certificat de présence après par mail. Toutes les ressources de formation vont être disponibles sur le site web TechNet avec le lien disponible ici et toutes les ressources vont être disponibles à travers le lien quand nous vous partageons ces ressources par mail demain. Nous avons aussi un groupe Telegram. Le lien est là avec le code QR en plus. Le groupe est un peu plus interactif où vous pouvez échanger et parler, partager des informations et avoir plus d'informations sur les séances à venir. Veuillez nous rejoindre dans notre conversation sur Telegram à travers ce lien. Là, nous sommes à la fin. Merci beaucoup aux présentateurs et merci à vous pour votre présence. Si vous avez des autres questions, n'hésitez pas à se mettre en contact avec nous. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.